Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour le Journal de l'Afrique à la une de l'actualité de ce mardi. En Côte d'Ivoire, 4 anciens rebelles ont été tués pendant une manifestation à Bouaké. Une vingtaine ont été blessés. Ces hommes appelés les démobilisés n'ont pas été intégrés à l'armée, contrairement aux soldats qui s'étaient mutinés il y a une dizaine de jours. Mais ils réclament eux aussi des primes. Nous en parlerons dans un instant avec notre correspondant à Abidjan. C'est une première. À partir du 1er juillet, l'OMS sera dirigée par un Africain. Il s'agit d'un Éthiopien, le docteur Tedros, ancien ministre de la Santé et chercheur renommé sur le paludisme. Il a indiqué qu'il allait renforcer la santé et l'autonomie des pays et mettre la transparence au cœur de l'OMS. Et puis, en RDC, Clément Kankou, dans le collimateur de la justice, le procureur a annoncé mardi l'ouverture d'une enquête sur la possible implication du député dans les exactions en cours dans le Kasaï, dans le centre du pays. Une décision qui fait suite aux révélations faites il y a 48 heures par le New York Times. Dans un enregistrement, on entend une voix supposée être celle du député encourager les violences. En Côte d'Ivoire, 4 anciens rebelles démobilisés ont été tués et au moins une vingtaine blessés mardi lors de la dispersion de leur attroupement par les forces de sécurité à Bouaké, la deuxième ville du pays. Je vous rappelle que les démobilisés sont d'anciens rebelles qui n'ont pas été intégrés à l'armée. Ils réclament, tout comme les mutins, des primes. Pour en parler, nous retrouvons notre correspondant à Abidjan, Arnaud Froger. Arnaud, alors que s'est-il passé exactement ? Bien, écoutez, comme les mutins avant eux, en fait, les démobilisés avaient bloqué la principale entrée de Bouaké depuis lundi. Quelques centaines d'hommes, pas ou peu armés, mais suffisamment nombreux pour que la police et la gendarmerie qui ont mené l'opération mardi matin fassent usage de la force. Plusieurs morts et plusieurs blessés, vous le rappeliez, principalement du fait, selon les autorités, de l'explosion accidentelle d'une grenade lancée par les ex-rebelles, une version contestée par ces derniers et qui affirme au contraire qu'ils n'étaient pas armés. Sur le fond, les revendications portées par ces ex-combattants qui ont rendu leurs armes sont les mêmes que celles des soldats qui ont intégré l'armée et qui se sont mutinés il y a un peu plus d'une semaine en Côte d'Ivoire. Ils souhaitent obtenir des primes, un peu plus de 27 000 € par personne, de l'argent qu'ils estiment avoir mérité pour leur effort de guerre lorsqu'Alassane Ouattara devait affronter les troupes restées fidèles à Laurent Gbagbo il y a 6 ans. Difficile de dire pour l'instant si l'usage de la force va dissuader ou non de nouvelles mobilisations. Cela pourrait aussi aboutir à une radicalisation d'un mouvement d'anciens rebelles qui, vous le rappeliez, n'ont pas intégré l'armée et qui revendiquent tout de même plus de 6 000 hommes. Pour les autorités, il y a en tout cas urgence à ramener le calme en Côte d'Ivoire. Le pays accueillera fin juillet, dans un peu moins de 2 mois, donc les 8e Jeux de la francophonie. 3000 artistes et athlètes sont attendus à Abidjan pour cet événement. Merci Arnaud, vous étiez en direct d'Abidjan. Une patrouille de casques bleus de nouveau attaquée dans le nord du Mali, près de la frontière algérienne. 2 soldats ont été tués et un autre blessé. Selon une source militaire, ils appartenaient au contingent tchadien. Le chef de la MINUSMA a indiqué, je cite, que ces violences ne visaient qu'à ébranler les efforts du camp de la paix pour ramener la stabilité et l'unité au Mali. L'identité des assaillants est encore inconnue. Nous nous rendons à présent en République démocratique du Congo. Le parquet a annoncé ce mardi l'ouverture d'une enquête sur l'implication présumée du député de l'opposition Clément Kankou dans les violences qui secouent depuis septembre la région du Kasaï, dans le centre du pays. Je vous rappelle qu'en mars dernier, 2 experts de l'ONU missionnés par le secrétaire général des Nations Unies pour enquêter sur ces violences y ont été enlevés et assassinés. Les précisions de notre correspondant à Kinshasa, Thomas Nicolo. Le député Clément Kankou se dit consterné par les allégations d'implication dans les violences au Kasaï, alors qu'il y a quelques jours, le New York Times révélait l'existence de 2 fichiers audio qui semblaient indiquer que Clément Kankou avait peut-être joué un rôle dans ces violences au Kasaï. L'ancien ministre Clément Kankou réfute toutes ces allégations. Je suis convaincu que toute la lumière sera faite dans cette affaire et que justice sera rendue aux nombreuses victimes d'exactions abominables dans les Kasaï, y compris les 2 experts des Nations Unies. Pour ma part, je ne laisserai personne, quel que soit par des artifices, salir ni mon image, ni la mémoire
de ces nombreuses victimes qui attendent réparation. Je vous remercie. Clément Cancu n'a pas souhaité répondre aux questions des journalistes, mais son avocat a indiqué qu'il était encore trop tôt pour attester de l'authenticité des enregistrements audio. Plus tôt dans la journée, le procureur général de la République a indiqué qu'une enquête allait être ouverte autour de ces enregistrements. L'Organisation mondiale de la santé a un nouveau directeur général. Il s'agit de l'Éthiopien Tedros, ancien ministre de la Santé et chercheur renommé sur le paludisme. Il est âgé de 52 ans. C'est la première fois qu'un Africain va diriger l'OMS, une grande fierté pour tout un continent. Il a indiqué qu'il allait renforcer la santé et l'autonomie des pays et mettre la transparence au cœur de l'OMS. Il prendra ses fonctions le 1er juillet et succédera ainsi au docteur Margaret Chan, qui a dirigé l'institution pendant 10 ans. Direction l'Afrique du Sud à présent, où la question de la redistribution des terres fait toujours parler d'elle plus de 2 décennies après la fin de l'apartheid. Les classes défavorisées réclament plus de terres. La plupart d'entre elles appartiennent toujours à la minorité blanche. Nicolas Germain. Les habitants de Tchouané sont en colère. Ils disent vivre dans des zones surpeuplées et veulent occuper de nouvelles terres. Mais les autorités rétorquent que ce sont des propriétés privées. Plus de 2 décennies après la fin de l'apartheid, la plupart des terres en Afrique du Sud appartiennent toujours à la minorité blanche. Notre priorité, c'est obtenir des terres et l'accès à l'eau et l'électricité pour qu'on puisse vivre comme tout le monde, pour que nos enfants puissent vivre comme les autres enfants. Ils disent qu'on aura des terres, mais où sont-elles? On n'a nulle part où aller. On vit dans des taudis qui s'enflamment facilement. Ils nous donnent des panneaux solaires qui n'arrivent même pas à alimenter un four. On peut juste charger nos téléphones. Dans le pays africain le plus industrialisé, une famille sur 5 vit encore dans des maisons de fortune. Le maire de Tchouané, lui, affirme qu'il ne peut pas aider des gens qui s'installent sur la propriété d'un autre. De nombreuses personnes occupent des terres illégalement, des terres privées, puis exigent que la municipalité leur fournisse certains services. Mais il est impossible pour nous de dépenser de l'argent pour des terres qui n'appartiennent pas à la municipalité. Le président Jacob Zuma a déclaré qu'il était pour le principe de la redistribution des terres, mais il a ajouté que ce ne serait pas fait à la manière violente de Robert Mugabe au Zimbabwe, lorsqu'il avait fait saisir la plupart des terres des fermiers blancs du pays. Le 2 novembre 2013, nos 2 collègues de RFI, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, étaient assassinés dans le nord du Mali. Depuis, les hommages en leur mémoire n'ont jamais cessé. Au Togo, par exemple, une association d'une commune isolée a décidé de se mobiliser en faveur de la culture et de baptiser la bibliothèque du nom de Claude Verlon. C'est un reportage signé Emmanuel Soji et Raphaël Tal. Dans le petit bourg de Tabligbo, à 2 heures de la capitale togolaise, le temple de la culture n'est plus qu'un champ de ruines. Des passionnés ont réagi en mobilisant des fonds privés pour monter ce nouvel espace. Pour eux, hors de question que la jeunesse de cette municipalité rurale soit privée de livres. On a constaté que dans le milieu, la baisse de niveau au niveau des élèves est due en partie aussi au fait que les élèves ne lisent pas. Le nom de Claude Verlon, donné à la bibliothèque, en hommage au journaliste de RFI, assassiné en 2013 au nord du Mali, a été suivi par la création il y a 3 mois d'un club RFI dans cette localité isolée. Le mois passé, on avait abordé le sujet de la santé sexuelle des jeunes. Et donc, on propose des sujets comme ça de société pour essayer de permettre à ces jeunes-là de pouvoir s'adapter plutôt au monde actuel. Enoch est le plus jeune du club RFI. Sa passion des livres et des débats lui ont permis d'être lauréat d'un concours littéraire. Je viens à la bibliothèque 2 fois par semaine. Pour que plein d'autres jeunes comme Enoch puissent émerger, les responsables de l'espace ont favorisé l'accès à toutes les écoles de Tabligbo. Plus de 700 élèves y sont inscrits. Depuis que nous avons été tenus informés de l'installation d'une bibliothèque au chef-lieu de cette préfecture, nous avons mené une campagne dans toutes les salles afin de pouvoir faire inscrire nos enfants. Les premiers responsables ont décidé de réduire de moitié le coût aux enfants démunis. Une nouvelle émission, Plume qui pleure, Plume qui rit. La ferveur des membres des actions de Claude Verlon se propage au travers de la municipalité. Une fois par semaine, ces férus de littérature invitent les habitants à voyager dans leur univers.
Il y a énormément de manuscrits aujourd'hui qui ne sont pas édités. Merci de votre attention. Vous retrouvez tout de suite Aude Le Christ pour la suite de Paris Direct. Decathlon invente le premier masque au monde pour voir et respirer dans l'eau comme sur Terre. Avec l'application Western Union, c'est facile d'envoyer de l'argent d'ici, de là-bas ou de n'importe où. Et encore mieux, vos frais de transfert à partir de 2,90 €. Téléchargez l'application dès maintenant. Western Union, le transfert d'argent fait sa révolution. Trouvez un hôtel au plus près de vos envies avec les cartes de kayak.fr. Reporter, présenté par Antoine Cormery. Les antibiotiques, éléments fondateurs de la médecine moderne, solution à de nombreuses infections mortelles, ont aujourd'hui de nouveaux ennemis. Des bactéries leur résistent et effraient des scientifiques du monde entier. On les appelle les superbugs. La résistance aux antibiotiques représente une menace fondamentale sur le long terme pour la santé humaine, la sécurité alimentaire et l'environnement. Il ne s'agit pas de quelque chose qui aura lieu dans le futur, c'est une réalité très actuelle. La population indienne est la plus touchée par ce fléau. Les chercheurs vivent une course contre la montre pour découvrir une nouvelle génération de remèdes miracles afin d'éradiquer ces bactéries mortelles. Reporter, à voir sur France 24 et sur france24.com. Il est 22h à Paris, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Les témoignages de solidarité sont très nombreux. Depuis la nuit dernière, 22 personnes ont péri à Manchester alors qu'elles venaient d'assister à un concert. L'attaque a été revendiquée par le groupe État islamique, mais cela n'est pour l'instant pas confirmé. Les enquêteurs tentent de déterminer si le kamikaze a agi seul. Depuis Bethléem, où il se trouvait, Donald Trump a dénoncé un acte de loser malfaisant. Le président américain a appelé dirigeants israéliens et palestiniens à prendre des décisions difficiles pour la paix. Donald Trump est ce soir au Vatican, vous le voyez arriver, sera demain reçu par le pape. Nous avons appris la mort de Roger Moore, l'acteur britannique est décédé en Suisse à l'âge de 89 ans. Incontournable dans les années 60 à 90, il était aussi l'avocat de la cause des enfants auprès de l'UNICEF, une mission pour laquelle la reine l'avait anobli. Nous en savons plus ce soir sur l'auteur de l'attentat. Les autorités cherchent toujours à savoir s'il a agi seul. 22 personnes ont perdu la vie hier au Manchester Arena. 59 personnes ont été blessées. Nous en parlons avec vous, Hervé Amaury, vous êtes notre envoyé spécial. Quels sont les derniers éléments ce soir ? La police a effectivement nommé la personne jugée responsable de cet attentat, le fanatique, le kamikaze, qui s'est fait exploser avec sa propre bombe à la sortie de l'aréna alors que les spectateurs commençaient à sortir. Il en a profité, il a profité des portes ouvertes pour tenter de s'y introduire et faire exploser. Donc on connaît le résultat de cette explosion. La police ne cherche pas un autre membre de cette opération sur place. En revanche, il a peut-être bénéficié d'aide de la part de complices pour fabriquer sa bombe, pour les préparations. Et c'est après cela que la police c'est cela que la police tente de loger depuis plusieurs jours déjà. On sait qu'il y a eu une arrestation, des perquisitions, il y en aura peut-être d'autres. Effectivement, la police tire les fils désormais, puisqu'elle connaît le nom de cet individu depuis hier, mais la police a également nommé les victimes. On sait qu'il y a de nombreux enfants, on sait que
qu'il y a la jeune Safi Roussos, âgée de 8 ans. On sait qu'il y a une autre étudiante du Lancashire, tout près d'ici, qui s'appelle Georgina Callender, et qui avait seulement 18 ans. On sait qu'il y a peut-être d'autres enfants parmi les victimes, parmi les blessés. Il y a encore des blessés graves. Il y a encore même des personnes qu'on recherche toujours. Il y en avait une demi-douzaine tout à l'heure. Et les gens se sont regroupés ici sur la place de l'hôtel de ville à l'appel du maire de la ville. Ils sont venus par dizaines de milliers tout à l'heure pour témoigner leur solidarité, pour venir montrer qu'ils sont unis, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur appartenance communautaire, leur origine. Ils font partie du Manchester qui se veut uni et ils sont venus ici témoigner leur soutien aux familles des victimes. Et ils ont transformé ce soir ce bout de l'hôtel de ville en jardin de souvenirs. Les gens se relaient ici et portent une gerbe de fleurs, comme c'est la tradition ici au Royaume-Uni, lorsqu'il y a une tragédie comme celle-là, avec une pensée, avec quelques mots. Et le maire de la ville a promis tout à l'heure que ces victimes, Manchester ne les oublierait jamais. Je vous remercie beaucoup, Hervé. Alors, effectivement, les témoignages de cette soirée funeste se sont accumulés aujourd'hui. Il était 22h33 quand le terroriste a fait exploser sa bombe artisanale dans une salle de spectacle où le public était particulièrement jeune. Florence Tomaso. Le concert d'Ariana Grande se termine. Soudain, une explosion retentit. Oh my God. Les spectateurs s'interrogent. What's going on? Avant d'être gagnés par la panique. Oh my God. Ce sont en majorité des adolescents. Tous se précipitent vers la sortie. Il est 22h30, un homme s'est fait exploser à l'une des entrées de la Manchester Arena, une salle qui peut contenir plus de 20 000 personnes. Ses parents attendent impuissants leurs enfants. Les témoins racontent des scènes d'horreur. J'étais vraiment terrifiée. J'ai entendu un gros boom et on est descendu pour se diriger vers la sortie. Et là, tout le monde s'est mis à courir. Policiers et secouristes arrivent rapidement sur place. Ils découvrent des corps sans vie et des dizaines de blessés évacués dans 6 hôpitaux de Manchester. Parmi les victimes, une fillette de 8 ans. La chanteuse Ariana Grande, filmée ici quelques minutes avant l'explosion et que des milliers de jeunes étaient venus applaudir, a aussitôt réagi sur Twitter. Brisée. Du fond du cœur, je suis affreusement désolée. Je n'ai pas de mots. En à peine 24 heures, les enquêteurs ont progressé. La police a identifié le kamikaze, un homme de 22 ans. Dans le même temps, des investigations ont aussi permis l'arrestation d'un suspect. Dans le cadre de cette opération, nous avons arrêté un homme de 23 ans en lien avec l'attaque. Nous avons également procédé à 2 perquisitions, l'une à Whalley Range et l'autre à Fallowfield. Pour celle de Fallowfield, nous avons dû procéder à une explosion contrôlée pour entrer. Les Britanniques cherchent maintenant à savoir si l'auteur de l'attentat suicide a pu bénéficier de complicité. Le groupe État islamique, via son agence de propagande, a revendiqué l'attentat. Et nous prolongeons notre réflexion avec vous, Clémy Duchesne-Lorté. J'espère que je n'écorche pas votre nom. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes chercheur associé, spécialiste des mouvances islamistes. Le groupe État islamique, nous le disions en titre, a revendiqué cette attaque, mais cela reste à confirmer. Oui, donc jusqu'à présent, la revendication officielle a été publiée par l'État islamique. Donc il y a le Nashir qui a été publié, ce qui est pas forcément évident dans ce genre d'attaque, c'est que cette fois-ci, la revendication officielle a été publiée par Nashir et non pas par l'agence AMAC. Et l'importance la différence entre les deux, en fait, c'est que l'agence AMAC est une agence qui n'est pas officielle, qui est liée à l'État islamique, mais qui n'est pas l'agence officielle, alors que Nashir est une agence, c'est le média officiel de l'État islamique. Donc c'est par là que passe toute leur communication officielle. Donc le fait que le Nashir ait été déjà publié par l'État islamique montre que le groupe a pu avoir une implication au niveau des préparations de l'attentat et que c'est pas forcément un loup solitaire au final, que Salman Abadi n'était peut-être pas un loup solitaire. La menace islamiste est actuellement la plus importante en Grande-Bretagne.
Comme partout, vraiment partout dans le monde occidental, la menace islamiste reste un risque qui est, entre guillemets, c'est les mots du 21e siècle de notre époque. Comme on l'a vu déjà dans les quelques dernières années, les attentats de Paris, de Bruxelles, de Londres en 2005, ça reste, c'est un effet qui ne fait que se confirmer, on dirait, avec le temps. Le groupe État islamique a par ailleurs encouragé ces derniers mois ce type d'attaques isolées, même si là vous évoquez éventuellement un soutien logistique de la part du groupe État islamique. Oui, bien sûr. Donc l'État islamique, ça fait longtemps, comme Al-Qaïda avant eux, ça fait longtemps que ce genre de groupe terroriste encourage leurs sympathisants à perpétrer des attaques soi-disant loup solitaire. Donc le loup solitaire, c'est un terme qui peut être très trompeur et je pense que y aurait mérite à expliquer ça un petit peu. C'est-à-dire que loup solitaire, souvent, ceux qu'on pense être des loups solitaires le sont pas à 100%, c'est-à-dire que souvent ils ont quand même le soutien, par exemple, de passeurs qui les aident à voyager, surtout au niveau international, les faiseurs de bombes. Donc c'est-à-dire que par exemple quelqu'un qui sait fabriquer une veste, un gilet explosif, c'est un savoir-faire qui est assez rare quand même et donc le fait d'avoir une ceinture d'explosifs montre que peut-être il y avait d'autres participants dans l'attaque, pas des participants directs mais un système de soutien entre guillemets. Je vous remercie beaucoup pour ces éléments de compréhension. Merci à vous. Et puis je précise que la reine Elisabeth II a elle aussi dénoncé un acte barbare. Elle a respecté 1 minute de silence à Buckingham Palace. Je pense qu'on va voir les images dans un instant. C'est peut-être pas certain. Si, la voilà. Les réactions internationales ont été immédiates. Le terrorisme frappe tant de pays chaque semaine, provoquant à chaque fois le même effroi, la même incompréhension. De nombreux dirigeants ont donc adressé des messages de solidarité à la Grande-Bretagne. Au lendemain de l'attaque de Manchester, les dirigeants étrangers ont fait part de leur solidarité envers les Britanniques. En France, le président de la République Emmanuel Macron s'est rendu à l'ambassade britannique à Paris. Dans un discours ferme, il condamne cette attaque terroriste. Croyez donc bien au-delà de ce sentiment de solidarité, à la volonté de la France d'aller encore plus loin dans la coopération européenne et à la volonté de la France d'aller encore plus loin dans la sécurité et la protection de l'ensemble de nos ressortissants. En visite en Cisjordanie, Donald Trump a lui aussi réagi à cet attentat. Tellement de gens magnifiques, vivant et aimant la vie, assassinés par des losers malfaisants. Même condamnation pour le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. J'adresse mes condoléances à la première ministre britannique, aux familles des victimes et au peuple britannique. À travers le monde, les témoignages de soutien ont afflué, notamment de la part du gouvernement chinois. La Chine est profondément choquée et attristée par l'explosion de Manchester. Nous exprimons nos sincères condoléances aux victimes et notre sympathie la plus sincère aux blessés et aux familles endeuillées. En Allemagne, la chancelière Angela Merkel a fait part de sa tristesse, mais a aussi lancé un message ferme. Cette attaque présumée ne va faire que renforcer notre détermination à continuer d'agir ensemble avec nos amis britanniques contre tous ceux qui planifient et accomplissent ces actes inhumains. Les messages de soutien des grands dirigeants de la planète se sont enchaînés. Tous ont réaffirmé avec force leur détermination à combattre le terrorisme. Donald Trump est à présent au Vatican. Le président américain doit rencontrer le pape demain. Il se rendra ensuite à Bruxelles pour le sommet de l'OTAN. Plus tôt dans la journée, Donald Trump a rencontré Mahmoud Abbas. Il a appelé Palestiniens et Israéliens à prendre des décisions difficiles, sans préciser pour autant la manière dont il pense obtenir un accord de paix. Nabia Makloufi aussi, Ibrahim. Trump en Cisjordanie occupée. Avant de rejoindre le palais présidentiel de Bethléem, le dirigeant américain doit d'abord longer le mur de séparation. Une barrière de sécurité pour les Israéliens, un symbole de l'apartheid pour les Palestiniens. Les premiers pas d'un président américain sur le terrain de l'un des plus vieux conflits du monde,
L'occasion surtout pour Mahmoud Abbas de plaider une nouvelle fois pour la solution à 2 États. Notre problème fondamental, c'est le refus d'Israël de reconnaître l'État de Palestine comme nous l'avons fait pour lui, ce qui entrave la solution des 2 États. Nous n'avons pas de problème avec le judaïsme, mais avec l'occupation. Le président Trump ne livre lui aucun détail sur sa position ni sur son éventuel plan pour la paix. Il se contente des mêmes éléments de langage prononcés la veille depuis Jérusalem. Je suis déterminé à conclure un accord de paix entre les Israéliens et les Palestiniens. Et j'ai l'intention de faire tout mon possible pour les aider à atteindre cet objectif. La rencontre est brève, 1 heure à peine d'échange, car le président américain est attendu au mémorial de la Shoah à Jérusalem. Accompagné de son épouse, ils déposent tous deux une gerbe de fleurs et prennent le temps de s'y recueillir avant une nouvelle prise de parole aux côtés de Benyamin Netanyahou. Les 2 hommes manifestement heureux de se retrouver. Monsieur le Président, à travers les années, Israël a eu de nombreux amis, mais les États-Unis restent notre meilleur ami. J'admire ce que le peuple juif a accompli. Et je vous fais ici une promesse. Mon administration sera toujours aux côtés d'Israël. Ainsi s'achève donc le séjour du président Trump. Une visite d'État limitée à des promesses seulement. Difficile de dissocier Roger Moore de James Bond. Pourtant, il y avait eu avant cela Le Saint et Amicalement Vôtre, 2 séries qui l'ont révélé. Roger Moore a incarné une époque, ses couleurs, son humour, somme toute britannique. Un séducteur charmant et impeccable, éternel, même s'il s'est éteint au petit matin à l'âge de 89 ans. Il est 22h14 à Paris et ce qui concentre l'attention évidemment ce soir, c'est cette attaque terroriste hier à Manchester. La nuit dernière, les témoignages de solidarité sont très nombreux. 22 personnes ont péri alors qu'elles venaient assister à un concert. Beaucoup de jeunes d'ailleurs parmi les spectateurs. L'attaque a été revendiquée par le groupe État islamique, mais cela n'est pas pour l'instant confirmé. Les enquêteurs tentent de déterminer si le kamikaze a agi seul. Place au journal de l'économiste avec vous Myriam Scarello, bonsoir. Bonsoir Aude, bonsoir à toutes et à tous. Emmanuel Macron sur les starting blocks pour la réforme du travail. Le président français a reçu toute la journée à l'Elysée syndicalistes et patrons, les uns appelant à ne pas se précipiter, les autres à réformer vite et fort. L'équipe Macron, elle s'en tient à son calendrier, concertation jusqu'à la mi-juin et vote d'une loi d'habilitation cet été pour ensuite réformer par ordonnance. Cérine B nous en dit plus. Simplifier le code du travail, c'est l'une des priorités d'Emmanuel Macron. Le président de la République devrait dès cet été présenter un projet de loi d'habilitation pour pouvoir faire passer sa réforme par ordonnance. Après son entretien avec Emmanuel Macron, le secrétaire général de la CGT, opposé à cette réforme, semblait moins méfiant à l'égard du président. C'est pas pendant que les salariés sont en congé qu'il faut s'occuper d'eux. Je pense notamment à la proposition de réforme du Code du travail. Il a eu l'air de comprendre. Et donc on verra, mais le calendrier a l'air d'avoir bougé. Cette réforme comprend notamment 3 mesures. Tout d'abord, la primauté des accords d'entreprise. Le président de la République voudrait décentraliser la négociation sociale en donnant plus de place aux accords entre les salariés et leurs employeurs. Emmanuel Macron souhaite également plafonner les indemnités prud'homales en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il veut aussi simplifier la représentation du personnel dans les entreprises. Des mesures qui satisfont dans l'ensemble le patronat. Si en effet quelques mesures fortes, rapides, notamment au champ du marché du travail, se mettent en œuvre, eh bien je crois que tout peut repartir et ce sera un signe formidable pour les forces vives économiques de la France et ce sera un signe formidable pour l'attractivité de la France pour des investisseurs étrangers. Emmanuel Macron souhaite également réformer l'assurance chômage afin que tous les travailleurs puissent en bénéficier, y compris les non-salariés et les démissionnaires.
Du point de vue économique, les dieux semblent en tout cas accompagner le nouveau président français. Croissance en hausse, chômage en baisse. La France voit aussi affluer les investisseurs étrangers, plus 30% l'an dernier, à comparer avec le Royaume-Uni, 7%, l'Allemagne, 12%, ou la moyenne de l'Union européenne. Vous allez voir ces chiffres qui s'affichent, 15%, donc 30% pour la France qui rattrape aussi un retard, puisque là, ce sont des chiffres exprimés en pourcentage. L'autre temps de l'actualité économique ce soir, l'autre temps fort, c'est le tout premier budget proposé par l'administration Trump pour 2018. Un budget qui fait la part belle à la défense, plus 10% en un an, et à la protection des frontières. Coupe franche, en revanche, pour le département d'État, un tiers de budget en moins pour la diplomatie américaine, réduction drastique aussi pour l'Agence de protection de l'environnement et 1700 milliards d'économies sur 10 ans pour les budgets sociaux. Écoutez à ce propos le directeur du budget à la Maison-Blanche. Il doit y avoir de la compassion des deux côtés de l'équation. Oui, nous devons compatir avec les gens qui reçoivent des fonds fédéraux, mais également avec ceux qui les financent. Voilà, le texte doit être évidemment soumis au Congrès pour vote et il y a très peu de chances qu'il soit adopté en l'état. On jette un œil sur les marchés boursiers. On commence par l'Europe avec évidemment Londres qui a accusé le choc de l'attentat de la nuit dernière à Manchester et qui termine dans le rouge, moins 0,15%. Paris et Francfort, eux, ont plutôt enregistré les bons indicateurs macroéconomiques, notamment en provenance d'Allemagne. Et c'est du vert, plus 0,31% à la fermeture à Francfort, plus 0,47% à Paris. À Wall Street, on avait commencé dans le vert et le pétrole qui monte, porte les indices. Dow Jones, plus 0,21%, Nasdaq, plus 0,08%, S&P 500, plus 0,18%. Au Maroc, le gouvernement tente d'apaiser la colère dans le Rif. Des milliers de personnes protestent depuis 6 mois, et notamment à Al-Hoceima. C'est là que Mouchine Fikri, un jeune vendeur de poissons qui s'était fait confisquer sa marchandise par la police, est mort broyé par une benne à ordures. Depuis, le Rif est plus que jamais un foyer de contestation. 7 ministres étaient sur place ce mardi, dont celui de la pêche. Écoutez. C'est une visite de terrain pour rencontrer les pêcheurs et voir leurs problèmes. Grâce à Dieu, les 4 premiers mois de cette année, on a senti une certaine amélioration au niveau de l'évaluation de la production du poisson. On a le double cette année, 40 millions de dirhams, ce qui est la valeur de la pêche par rapport à l'année 2016 qui avait connu 19 millions de dirhams. En bref et en images à présent, Volkswagen pourrait payer jusqu'à 20 milliards d'euros d'amende en France, soit 10% de son chiffre d'affaires. Il s'agit bien sûr d'une amende maximale, théorique pour le moment, mais elle semble réaliste, car la fraude au diesel truqué porterait sur plus de 22 milliards d'euros. Selon les calculs du journal Le Monde, aucune réaction ce soir du constructeur allemand. Danone augmente sa production au Ghana avec 3 lignes supplémentaires. L'usine d'Akosombo fournira plus de crème glacée, plus de produits laitiers, un nouveau yaourt à boire à longue conservation. Danone commercialise sur l'Afrique de l'Ouest sous la marque Fan Milk, un marché, l'Afrique de l'Ouest, qui progresse chaque année de 20% et représente désormais 5% des ventes globales du groupe. Ne dites plus SFR mais Altice, comme l'opérateur téléphonique en France. Toutes les filiales de l'Empire Drahi vont prendre le nom du groupe, toutes sauf les médias ou quelques rares marques comme Red ou Mocho. Ce baptême général interviendra d'ici juin 2018. L'objectif, c'est de mieux préparer l'introduction du groupe à Wall Street, c'est ce que dit en tout cas Altice, et puis de corriger quelques imperfections. Pour changer d'image, le plus simple, c'est de changer de nom. Enfin, vous avez peut-être peur de l'avion, mais vous adorez les ambiances d'aéroport, alors voilà peut-être une idée pour vous. L'ancien terminal de la TWA, oui, l'ancienne compagnie américaine à l'aéroport JFK à New York, va être transformé en hôtel. Le bâtiment, vous le voyez, est dans le plus pur style des années 60. Il sera d'ailleurs rénové à l'identique. Et si cela vous donne envie, sachez qu'il ouvrira ses portes fin 2018. Voilà pour l'écho. Il faut aimer le bruit de l'atterrissage et du décollage des avions. Hein. C'est pas faux. Vous avez l'impression de voyager au moins. Oui, au sol. Merci beaucoup Myriam pour ce journal de l'économie. Anthony Saléger est avec nous pour un œil sur les médias. Bonsoir Anthony. Bonsoir Aude, bonsoir à tous. Vous revenez évidemment sur cette attaque hier à Manchester Arena. De nombreuses fausses informations, de fausses photos ont circulé les heures qui ont suivi sur les réseaux sociaux. Et comme pour d'autres attentats, on a vu apparaître de nombreux appels à retrouver des personnes
qui n'étaient pas disparus. Par exemple, cette mosaïque qui a été retweetée plusieurs milliers de fois. Et parmi les fausses informations, il y avait aussi cet appel à l'aide du soi-disant père de cette personne que l'on voit sur cette photo. Avec ce tweet, il ne répond pas au téléphone et c'est une information volontairement fausse puisque le twitto a assumé sa blague de mauvais goût par la suite et s'en est même félicité, sauf que bien évidemment ces appels avaient déjà été relayés de bonne foi semble-t-il par plusieurs internautes. Par exemple, cet appel avait été relayé plus de 18 000 fois. D'autres au contraire se sont vite rendus compte que l'information n'était pas fiable et que par conséquent il fallait éviter de la relayer, ce faux avis de disparition, si bien que le youtubeur en question que l'on voyait tout à l'heure a dû publier une vidéo sur YouTube expliquant qu'il était bien vivant aux États-Unis, qui plus est. Un autre exemple qui pouvait paraître crédible, c'est cette photo de cet enfant et ce compte de Kylie Manser qui était à la recherche de son soi-disant petit frère. Mais si vous utilisez la recherche inversée des images, vous tombez sur cette même photo et c'est un enfant modèle d'une marque destinée aux enfants trisomiques, en témoigne ce tweet de 2014. Cette photographe australienne de son côté a vu se diffuser sur les réseaux la photo de sa fille qui était au même moment à l'école et c'est d'ailleurs ce qu'elle explique sur sa page Facebook. Elle a reçu de multiples messages de proches et même d'une agence de presse. Du coup, plusieurs internautes ont joué le jeu en rappelant que cet appel et cet avis de disparition était faux et elle encourageait du coup les twittos à partager cette fois-ci la bonne information. D'autres comptes ont également passé la nuit à mettre régulièrement cette mosaïque dont je vous parlais au début de cette chronique, cette mosaïque à jour avec ce code. C'est par exemple le twitto Owell qui l'a fait tout au long de la nuit avec par exemple ce code des flèches vertes pour montrer que les personnes avaient été retrouvées ou une croix rouge pour les disparitions qui étaient fausses et pour toutes les personnes qui par exemple ne se trouvaient pas à Manchester lors de l'attaque. Et les noms des 22 personnes décédées commencent à être connus. Oui, et parmi eux, Safi Rose Rousseau, 8 ans, la jeune victime, la plus jeune même pour l'heure des victimes de Manchester. Une nouvelle qui a provoqué beaucoup d'émotions sur la toile. Ça n'a jamais été ni sa guerre, ni sa lutte, ni son combat, soulignait ce twitto. Une manière aussi de rappeler que ce type d'attaque vise avant tout des innocents. Selon certains, il y en a d'autres qui n'osaient pas imaginer le cauchemar vécu par les parents. C'était le cas par exemple de cet internaute qui voulait s'unir aussi contre la haine. C'était d'ailleurs cet appel à l'unité contre la haine, aussi le message développé par la première ministre britannique Theresa May, les terroristes ne vaincront pas, des propos semblables à ceux qu'elle avait tenus au lendemain de l'attaque de Westminster en mars dernier. Plusieurs responsables politiques, vous l'évoquiez tout à l'heure, ont réagi également. Le président américain Donald Trump qui exprimait sa pleine solidarité. L'Allemagne est à vos côtés pour la chancelière allemande citée par son porte-parole. Le président français Emmanuel Macron de ce côté voulait renforcer la coopération européenne en matière de lutte contre le terrorisme. Et puis, il y a eu aussi les réactions du monde du football, puisque demain se tiendra la finale de la Ligue Europa qui opposera Manchester United. José Mourinho, le manager de Manchester, qui tweetait ceci: « Nous avons un travail à faire, nous n'irons pas avec la joie habituelle avant un gros match qui les opposera à l'Ajax Amsterdam, qui lui aussi a présenté ses condoléances aux victimes et aux proches des victimes. » Je vous remercie beaucoup Anthony pour votre chronique Un œil sur les médias. Vous restez avec nous en Paris Direct, je vous retrouve dans un instant. Trouvez l'hôtel de vos rêves en utilisant les filtres de kayak.fr. Français 4, maths 5. Bon, si Marion n'a pas de lunettes, elle pourra pas suivre au deuxième trimestre. Bon, ça n'a jamais tué personne de redoubler. Chez Général d'Optique, pour 1 € de plus, une deuxième paire dans tout le magasin et jusqu'à 200 € de chèque cadeau pour qui vous voulez. Général d'Optique, la fin des lunettes chères. Lunettes correctrices, dispositif médical. Avec l'application Western Union, c'est facile d'envoyer de l'argent d'ici, de là-bas ou de n'importe où. Et encore mieux, vos frais de transfert à partir de 2,90 €. Téléchargez l'application dès maintenant. Western Union, le transfert d'argent fait sa révolution. Lorsque vous grandissez, créez et apprenez, nos solutions améliorent votre qualité de vie au quotidien.
BASF. We create chemistry.